Nous sommes le mardi 14 juillet 2020. Bonjour Jacques. Bonjour Youssef. Eh bien, écoute, aujourd'hui, nous allons tâcher de parler de cette grippe aviaire passée et le Covid-19. Et nous allons tâcher d'établir entre les deux pandémies leurs identités, leurs ressemblances. Comment peux-tu apparenter la grippe aviaire H1N1 passée, ayant fait des milliers de victimes d'oies et de canards chez les éleveurs, et la pandémie de coronavirus actuelle aussi catastrophique? Tout d'abord, il faudrait que nous n'ayons pas nos enfants du bon Dieu, nous-mêmes compris. Nous ne devons pas être empoisonnés par la chimie. Et c'est ça l'élément essentiel. Car de là dérive la contagion, le confinement, les masques inutiles, non hygiéniques et évidemment des éléments, arguments non scientifiques décrétés par les autorités. Je réponds donc à ta question en te disant ou en disant à notre public que les arguments qui sont contenus dans les questions que nous avons posées aux éleveurs permettent de répondre. La plupart, entendons bien, ont admis sans en demander les preuves que les oiseaux sauvages transmettaient la grippe aviaire. Or, où sont les éléments scientifiques là-dedans? Ils n'ont jamais été donnés à quiconque. Dans bien des élevages bio, sans vaccin, il y a eu abattage systématique des volatiles sans qu'il y ait eu d'oiseaux malades. Il suffisait que les services vétérinaires invoquent la localisation d'une zone soi-disant infestée pour que les éleveurs acceptent le sacrifice de tous les élevages du périmètre contaminé, soi-disant, sans aucune preuve scientifique. Rares furent ceux qui refusèrent l'abattage de leurs volatiles, pourtant en bonne santé la plupart du temps. Le questionnement aux éleveurs que nous avons contactés sur cette grippe aviaire, que nous avons posé à ces éleveurs d'oies et de canards, les réponses ne nous ont pas tellement satisfaites. Il y a eu mort constatée de volatiles dans certains élevages industriels et de là, on a décrété la pandémie, alors que dans les élevages bio, c'était extrêmement rare. Deuxièmement, on a posé la question aux éleveurs, que donnez-vous à vos animaux, à vos volailles? Les denrées avariées, ils n'ont pas pu répondre. Le maïs biologique ou industriel, c'est très important, car quand on donne du maïs biologique, rares sont les phases de maladie et de contamination. Le maïs a-t-il été cultivé et ramassé par temps pluvieux? Y a-t-il eu des ajouts de produits de synthèse? Y a-t-il eu des vaccins? Y a-t-il eu des antibiotiques? Nous n'avons jamais eu de réponse concrète. Les gens se cachent derrière leurs petits doigts. De multiples élevages n'employaient pas de produits industriels. L'épidémie affectait surtout l'élevage de masse, le manque d'hygiène dans la plupart de ces élevages industriels, le manque d'espace vital pour les palmipèdes. Dans les élevages bio, pas d'infection le plus souvent. Alors, si je comprends bien, les élevages respectant une alimentation naturelle, un nombre raisonnable de sujets, peu ou pas de produits vétérinaires, n'étaient pas atteints par cette pandémie, par cette épidémie, pardon. En général, jamais les éleveurs bio n'ont pas su résister aux pressions des vétérinaires. Ils ont subi la loi du plus fort, la loi des scientistes. Si nous revenons aux racines de la vie, de tout être,
la biologie, la physiologie générale répondent magistralement aux erreurs pasteuriennes passées. Observance de la nature dit égale aucune complication. 4 faux dogmes pasteuriens introduits dans la science ont arrêté les progrès de la lutte contre les maladies des êtres vivants. Il faudra compulser le livre du professeur Jules Tissot, professeur de physiologie générale, intitulé Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. 1. Le dogme de la panspermie atmosphérique. Le virus n'est pas dans l'air, il ne virevolte pas. Dès la sortie du bec, dès la sortie de la bouche, il meurt. Alors que l'on ne nous ennuie pas avec cette fameuse contamination et avec ce danger de ce supposé virus. Le dogme de l'asepsie des organismes vivants. Les êtres vivants ne sceptisés. Ils grouillent de bactéries, de champignons, de virus et participent aux équilibres du corps ou de la bête. Enfin, en troisièmement, le dogme du monomorphisme bactérien. Il n'y a pas de monomorphisme, il y a du polymorphisme, largement démontré par le professeur Béchamp, avec des fluctuations de terrain. Suivant le terrain, l'individu réagit et de bactéries peut passer aux champignons et peut passer au virus, avec les maladies correspondantes. Enfin, le dogme quatrièmement de la contagion, la transmission s'effectue par l'aliment, par aliment au pluriel, principalement, ou pollution diverse. Alors, comment se rendre compte que la contagion survient après ingestion de produits frelatés et non par contamination d'individu à individu? Alors là, c'est très important et je vais aller lentement. De multiples études sur les lieux de pandémie passés, au Kyrgyzstan, la peste, Nikaronov, le biologiste, en Roumanie, la suette miliaire, qui est une maladie entre la peste et le choléra, avec le biologiste Marinesco. En France, la diphtérie, avec le professeur Tissot, tous ces gens démontrèrent que la contamination entre individus était pratiquement inexistante, de l'ordre de 1/250e. La source de l'épidémie est l'aliment virus. Voir le livre du professeur Tissot, Dogme de la contagion, page 183. Alors, les dogmes pasteuriens ont complètement faussé le raisonnement des artisans du progrès scientifique en leur inculquant des notions inexactes sur la nature et les propriétés de la matière vivante, orientant leurs travaux dans de fausses directions. Page 9, introduction du livre. Toute notion publiée contraire au dogme ont fait l'objet de violentes attaques. Pourtant, les Frémy, Béchamp, Galip, Portier, professeur Louis-Claude Vincent, récemment le docteur Quiquendon, le docteur Ancelet, l'ingénieur agronome Purdet, puis aujourd'hui l'ingénieur agronome Claude Bourguignon et le professeur Jean-Bernard Fourtillan, expert en pharmacodynamique, sont des pionniers indépendants et courageux de recherche rigoureuse. On connaît aujourd'hui les origines et les causes scientifiques de diverses maladies. La lèpre, bon, je ne reviendrai pas dessus, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on sait d'où elle vient. Elle vient de l'eau des marigots. Les gens buvaient cette eau autrefois. La diphtérie vient de l'orge ramassée par temps de pluie. Elle fermente et peut causer cette diphtérie. Ces fausses membranes se fixant dans la gorge, se développant sous l'influence de l'humidité et pouvant étouffer l'enfant. Bien. Ensuite, la peste. La peste, le professeur Tissot l'a bien décrite. Et ce n'est pas ni le rat, ni la puce, mais bien l'aliment virus qui est, en l'occurrence, un
blé spécial dans le Kyrgyzstan. Mais en France, également, on pouvait trouver la peste avec des blés, toujours pareil, ramassés par temps de pluie et fermentants. Mais aussi, on croit connaître, et nous ne l'affirmons pas, mais la poliomyélite, qui est une cousine de la tuberculose, a été vraisemblablement induite par la vaccination contre la tuberculose. Il faut lire le livre de Louis-Claude Vincent, premier congrès Société internationale de bioélectronique. Ensuite, 2. Le paludisme, toujours de Vincent. L'amibe dans l'eau et non le moustique, agent contaminateur. L'eau qui est ramassée dans les étangs ou dans les marigots, eau impropre à la consommation. Il est à savoir que Pierre Brécy et Louis-Claude Vincent ont participé à des expériences dans les marais de Syrie où ils ont retrouvé avec le microscope, ces amibes. Et ces amibes, ils pouvaient donner le paludisme. Eux n'ont pris de l'eau que venant de Volvic et ils n'ont jamais eu une quelconque maladie, et particulièrement le paludisme. 3. Le chikungunya, une guérison très rapide avec le nigari, qui est un produit à base de chlorure de magnésium, et la vitamine C importée de France par des gens comme toi et moi. Hein, et les guérisons ont été très rapides en l'espace de 8 heures, et occultées par la presse, reconnues par plusieurs médecins de l'île. Toujours la désinformation. Rappelle-toi, aujourd'hui, on parle d'autres produits chimiques comme ceux du professeur Raoult. La dengue, idem. Toujours pareil, les eaux de boissons infectées. 5. L'encéphalopathie spongiforme bovine, étude de l'ingénieur agronome Marc Purdet. C'est un agent chimique organophosphoré. Le phosmé, toujours la chimie infectant parasites et bovins et détruisant les bovins. Et on parle de pandémie, mais non, c'est une contamination par les produits chimiques. Combien de fois faudra-t-il le répéter? En 1981, une mystérieuse épidémie faisait 1 millier de morts en Espagne. La cause officielle, une huile de colza dénaturée. Mais fausse propagande, désinformation. En fait, des dizaines de professeurs, médecins et biologistes espagnols démontraient qu'il s'agissait d'un empoisonnement aux pesticides versé sur les pieds de tomates, le némacure, trucidant les araignées, oui, mais contaminant ce némacure, ensuite, par l'intermédiaire des racines, les fruits, puis les humains. Hein, plus de 1000 morts et des dizaines de milliers d'handicapés. Ce rapport est révélateur d'une omerta redoutable. Lorsqu'un virus se développe dans un élevage, le virus accusé ne viendrait sûrement pas des oiseaux sauvages, mais bien de l'ingestion de produits basiques et oxydés où vivent en maître les virus, dont les dangereux pesticides, les antibiotiques employés dans les élevages industriels, qui ont pour rôle de neutraliser le système nerveux des charançons dans le cas des vaches, et évidemment éviter la contamination dans les élevages en batterie. Voilà pourquoi on emploie ces produits, mais on ne devrait jamais produire avec des milliers de bêtes dans un même élevage. On devrait avoir un équilibre qui permettrait cette non-contamination par ces apports de produits chimiques. Alors, cette maladie n'est-il pas un prétexte pour éliminer nos petits agriculteurs, nos petits agresseurs des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et Dordogne ou autres départements? C'est pour ça que
Oui, la Et démonstration des pandémies par aliments avariés ou chimiques, fermentation des céréales en particulier, et produits industriels de synthèse semble irréfutable. Mais comment expliquer la relation pandémie des volatiles et pandémie du coronavirus ou Covid-19, Jacques? il me semble que la réponse est simple. Si antérieurement l'aliment infecté était l'une des principales sources de la contamination, aujourd'hui, avec le corona, doivent être inclus d'autres facteurs, d'autres sources de pollution, comme les chemtrails, hein, déverser des nanoparticules de métaux qui infectent l'atmosphère d'une part, et ensuite les plantes, les arbres, et enfin les voies respiratoires animales et végétales, auxquelles on ajoute les vaccins, les médicaments, toujours de la chimie, perturbent énormément les défenses immunitaires, les rabaissant au plus bas niveau. Et enfin, ce qu'il faut dire, et nous l'avons déjà largement prouvé, les ondes électromagnétiques des communications téléphoniques mortifères dans plusieurs zones de radiofréquence, notamment à Wuhan, où on recense environ 10 000 antennes de 5G. Alors on se pose des questions. Il y a des vidéos qui l'ont bien démontré. Nous n'en rajouterons pas. Justement, je vais te poser une question. Si nous voulons vivre en harmonie sur le plan physique et mental, nous devons respecter donc les lois naturelles apposées de tout temps et abandonner une bonne partie des mauvaises découvertes de l'homme lorsque celles-ci perturbent les lois précédemment évoquées. Je te laisse la parole. Restons dans le domaine de ce qui est le plus important dans notre survie, c'est-à-dire nos terroirs, nos racines. Ces derniers nous permettent de vivre. Si nous rendons à ces terroirs ce que nous leur empruntons, d'après l'ingénieur Claude Bourguignon, si nous compostons d'une manière organique, si le fait que les produits fermentescibles habilement compostés sont récupérés et rajoutés aux terres, si le bois raméal fragmenté est rajouté lui aussi, si le tapis que l'on retrouve tous les automnes sur les sols composés de feuilles d'arbres sont rendus à ces sols, les plantes seront riches en éléments fertilisants et si l'on ajoute des plantations de plantes riches en azote, bref, si nous observons attentivement ce qui se passe dans les forêts, qui sont très riches en humus, ceci devrait nous inciter à faire de même. Quant aux produits chimiques, plastiques compris, à quelques exceptions près, dans les canalisations pour éviter le plomb, abandonnons ces découvertes polluantes à l'extrême. La vie de l'humain est mesurée dans l'espace. On naît, on vit, on meurt. Il y a un temps pour cela. Eh bien, tous les produits que nous consommons ou que nous consommerions devraient suivre le même concept, y compris l'énergie utilisée en général, soit dans le chauffage, soit dans les voitures ou dans tout autre moyen d'équilibre de nos vies actuelles. Ben, écoute, Alors, c'est une génération de pollution, bien sûr. Bien, écoute, je te remercie pour cet exposé très clair. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sans doute. Bonne journée, Jacques. Oui, eh bien, écoute, avant de te... Mot de la Tu n'as fin. pas coupé. Non, Tu n'as non, je pas te laisse le mot de coupé. la fin. Alors, je te dis simplement ceci. La publication du professeur Jacques Théron, neurocardiologue au CHU de Caen, hein, dit bien qu'il a été démontré pour le Covid-19 que le Covid-19 n'est pas une pneumonie, n'est pas une contagion, mais une coagulation intravasculaire disséminée. Et
se présentant sous forme de caillots de sang à cause principalement de la 5G et des vaccins. Nous ne pouvons pas vous en dire davantage. Oui, Bonsoir. c'est très clair. Merci Jacques. Au revoir Jacques.